L'histoire commence dans un champ en feu, avec une jeune fille nommée Ramilia debout au milieu du feu, impuissante, se bouchant les oreilles en attendant que quelqu'un vienne la secourir. À ce moment-là, son père est apparu devant elle, lui servant de bouclier et avec un sourire sur son visage, il lui a tapoté la tête et lui a assuré que tout irait bien car il serait toujours son héros à ses côtés était un loup magique. Et l'ennemi devant lui était un homme cagoulé qui fut surpris de voir que le dompteur de loups était enfin revenu. Mais il s'est moqué de lui, disant qu'il n'était rien d'autre qu'un faux héros qui avait reçu le pouvoir des autres. En fait, il n'était même pas un héros, mais un simple hypocrite qui prétendait l'être. Le père n'a pas nié ses propos, il a même admis qu'il n'était pas un héros, puisque ses pouvoirs venaient de sa fille. Cependant, il croyait fermement qu'il n'y avait pas de voie unique et était déterminé à devenir plus fort. Pour atteindre cet objectif, il avait avancé pas à pas et n'avait pas l'intention de s'arrêter. Désormais, dans sa quête pour devenir une légende, il comprend qu'il ne lui reste plus qu'un grand pas à franchir, vaincre son adversaire et sauver sa fille. Plan sur un flashback. Il s'avère que Ramilia n'était même pas sa vraie fille. Sa mère était mourante et, dans ses derniers instants, elle lui a demandé de prendre soin de sa fille. Il ne voulait pas la laisser mourir et lui a demandé ses noms, mais il n'a pas pu la sauver. Ses derniers mots furent le nom de la jeune fille, Ramilia. 5 années s'écoulèrent ainsi, et Wolf, qui était désormais un aventurier ordinaire, était dans la forêt en train de ramasser des herbes. Il avait commencé sa carrière à l'âge de 12 ans et, avec la force de sa jeunesse, il combattit de nombreux démons. Mais il a fini par atteindre ses limites et a été dépassé par de jeunes et talentueux aventuriers. Ainsi, lorsque sa croissance a stagné, il a arrêté de s'aventurer et a commencé à gagner sa vie en vendant des herbes et des minéraux. De plus, son rang n'était que le 3e plus bas, et les seules compétences qu'il connaissait étaient de niveau intermédiaire, comme l'évaluation, la préparation et d'autres bases. C'est tout ce qu'il avait réalisé au cours des 15 dernières années. Mais il y avait autre chose. Lorsqu'il rentra chez lui, sa fille l'attendait avec impatience et l'accueillit avec un gros câlin. Bien que 15 ans se soient déjà écoulés, Wolf n'était toujours pas sûr si le nom que la mère lui avait donné était le sien ou celui de la fille, et il ne le saurait jamais, mais il a décidé de donner ce nom au bébé qu'elle lui avait laissé. Il y avait aussi quelques livres que la mère avait laissés derrière elle. À cette époque, Wolf élevait Ramilia dans sa ville natale, le village de Nikar, avec la compensation qui lui avait été versée après avoir travaillé comme aventurier pendant plus de 15 ans. Au début, il ne savait même pas comment changer les couches et il lui arrivait parfois de s'endormir avec Ramilia toujours dans ses bras. Contrairement à son père médiocre, elle a grandi incroyablement vite et, à l'âge de 5 ans, elle pouvait utiliser tous les sorts magiques de base. Un jour, elle lisait un livre, et quand il vint le voir, elle lui demanda si c'était une étude sur les bêtes magiques. Elle répondit oui, il s'agissait des bêtes magiques apparues à Estrabar il y a environ 200 ans. Mais il a également expliqué qu'il existait une théorie du monde parallèle qui était erronée et ne mentionnait pas la source d'énergie. Pendant qu'elle parlait, il ne pouvait s'empêcher d'être étonné qu'elle lise des choses aussi complexes à un si jeune âge. Mais plus encore. Il lui a demandé pourquoi elle lisait le livre assise sur ses genoux s'il lui avait déjà préparé un bureau. Elle a répondu qu'elle préférait ça comme ça. Lorsqu'il lui a demandé pourquoi, avec un grand sourire, elle lui a répondu que c'était parce qu'elle l'aimait tellement. En entendant cela, il ne put s'empêcher de sourire aussi et accepta de la laisser faire ce qu'elle voulait. Puis 3 années se sont écoulées et un jour, toute la ville a paniqué en apprenant que des loups approchaient. Les gens avaient peur parce qu'ils étaient des monstres de rang et que la ville n'avait pas d'aventuriers. Ils sont allés voir le maire pour demander une solution, et ne sachant que faire, il a décidé qu'il quitterait le village. Wolf s'est alors avancé et a déclaré qu'il s'occuperait des Valgolves. Les autres essayèrent de l'arrêter, lui rappelant qu'il avait pris sa retraite depuis des années et qu'un aventurier de rang comme lui ne pouvait pas affronter ces loups. Il le savait parfaitement. Cependant, il a simplement répondu qu'il avait une fille qu'il devait protéger. Elle, bien qu'effrayée, l'a soutenu et, les larmes aux yeux, lui a demandé de promettre de revenir en bonne santé. Et il a promis qu'il affronterait le loup-garou complètement seul et bien qu'au début il ait réussi à résister à ses attaques, il fut bientôt vaincu lorsque la bête lui mordit l'épaule laissant tout le monde horrifié mais même alors, il n'abandonna pas. Il a tenu bon et l'a poignardé avec son épée. Cependant, il n'a pas réussi à faire beaucoup de dégâts et le loup l'a frappé, lui faisant lâcher son arme. Il l'a renversé. Juste au moment où il était sur le point de le dévorer, Wolf sortit une plante vénéneuse qu'il avait ramassée plus tôt et la fourra dans sa blessure.
Le loup hurla de douleur et commença à attaquer au hasard, mais bientôt le poison fit effet et il tomba finalement mort. Cependant, Wolf avait également subi trop de dégâts et avait perdu connaissance. Ramiya a pris soin de lui en utilisant toutes sortes de médicaments et de sorts de guérison. 10 jours plus tard, il s'est enfin réveillé et la première chose qu'il a faite a été de lui caresser la tête pendant qu'elle dormait à côté de lui. Elle est devenue émue, l'a serré dans ses bras, pleurant de manière incontrôlable, et il s'est excusé de l'avoir inquiétée. Puis, plus calme. Elle lui a dit que lorsqu'elle serait grande, elle deviendrait une aventurière pour pouvoir le protéger. Et il a promis que dans ce cas, il deviendrait également un héros capable de la protéger. Après cet incident, 7 années supplémentaires se sont écoulées, à la maison. Wolf appelait Ramilia, lui rappelant qu'il serait en retard et qu'il serait irrespectueux de faire attendre le messager de la capitale royale. Ramilia avait déjà 15 ans et, pendant qu'elle faisait la vaisselle avec sa magie, elle lui demanda si elle devait vraiment y aller. Il lui rappela que c'était précisément ce qu'elle avait toujours voulu et qu'il était également heureux qu'elle puisse enquêter sur ce que sa mère avait fait. Elle a admis que c'était vrai mais elle ne voulait pas le quitter et la serrer dans ses bras. Elle lui a demandé s'il ne s'inquiétait pas pour elle puisqu'elle était très inquiète pour lui. Il lui a dit oui, il était inquiet mais il était aussi sûr qu'elle irait bien. Elle a commencé à se comporter comme sa mère en lui disant que lorsqu'elle partirait, elle devrait garder la maison propre et porter des vêtements propres tous les jours. Manger des légumes et, surtout, ne faites rien de dangereux. Il a juste souri et lui a assuré qu'il ne ferait rien de fou comme la dernière fois, et elle a été soulagée de l'entendre. Plus tard, elle est finalement partie en calèche et tout le monde dans la ville est venu l'accompagner. Pendant le voyage, il y avait un jeune homme assis à côté d'elle qui a déclaré qu'il pensait qu'en fin de compte elle n'irait pas à la capitale. Il était un magicien de classe et chercheur nommé Lebar, du Royal Institute of Magic and Research. Il lui serra la main et l'informa qu'il serait désormais son secrétaire et qu'il avait hâte de travailler avec elle. Ramire n'était pas intéressé à lui parler et a simplement dit qu'il n'allait pas revenir sur sa décision. D'ailleurs, même s'il le faisait, il comprenait que celui qui souffrirait le plus serait son père. Lei lui a demandé directement s'il avait un quelconque complexe avec son père. Ce qui la mettait très en colère, et elle criait que ce n'était pas ça, qu'elle aimait simplement beaucoup son père. Il a répondu que c'était essentiellement ce que vous appelez un complexe papa. D'un ton sérieux, elle lui dit que son père était pour elle un héros. Il lui a demandé si elle n'était pas qu'une aventurière de randée, mais elle s'en fichait. Pour Ramilia, son père serait toujours son héros, et c'est pourquoi elle était déterminée à le protéger. Tout à coup, elle a crié et a demandé au chauffeur d'arrêter la voiture, elle est descendue rapidement et le chauffeur lui a demandé ce qui se passait, il y avait un bruit venant du sous-sol et elle lui a dit de se cacher à l'intérieur de la voiture. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais Lei a insisté pour qu'il écoute Ramilia, alors il a accepté. Il lui a alors demandé si elle avait besoin de son aide, et elle lui a rappelé qu'il était désormais son supérieur. Cependant, il lui a expliqué que jusqu'à ce qu'elle soit officiellement nommée, elle était toujours une civile. Elle ne s'y est pas opposée et a accepté son aide, quand soudain une énorme créature ressemblant à un ver a émergé du sol. Lacey était stupéfaite et se demandait pourquoi un monstre de classe A, un Grothorn, se trouvait dans une région si reculée. Il a conseillé à Ramilia de partir immédiatement, mais elle lui a simplement dit de rester en retrait pendant qu'elle s'en occupait. Il commença à réciter une longue incantation pendant que le monstre attendait qu'il la termine. Il lança ensuite une énorme boule de feu qui frappa directement le grand ver, l'incinérant complètement. Lei fut complètement choqué lorsqu'il reconnut que le sort qu'il venait d'utiliser était une magie mythique de niveau 10, et que s'il avait commis la moindre erreur en le lançant, son pouvoir aurait tout détruit autour de lui. De plus, un sort de ce niveau ne pouvait être utilisé que par un aventurier de rang SS, mais elle le faisait en toute simplicité. Puis il s'est retourné et a dit qu'il devrait continuer comme si de rien n'était. Plus tard, la scène revint à Wolf, qui, désormais complètement seul, commençait sa routine quotidienne. Sa journée a commencé avec des coups d'épée, essayant d'améliorer les lacunes qu'il avait encore du combat contre les Valgolv il y a 7 ans. De plus, il ne voulait plus voir Ramilia triste, alors il voulait devenir plus fort. Puis il remarqua une vieille femme puisant de l'eau du puits, alors il s'approcha d'elle et lui proposa de l'aider. Elle s'est excusée, car ce n'était pas la première fois qu'il l'aidait. Mais il lui a assuré qu'elle n'avait rien à craindre. De plus, il lui rappela que la ville comptait déjà peu d'hommes et qu'il devait donc lui laisser le gros du travail. Puis il rencontra le vieux Milo, qui se plaignait de maux de dos. Et décida de l'aider en préparant une pommade aux herbes médicinales.
Il frotta le mélange sur son dos et le vieil homme ressentit immédiatement un soulagement, très reconnaissant. Wolf lui en a même donné un peu plus à utiliser quand ça faisait mal. Puis un autre homme s'est approché avec quelques pierres qu'il voulait lui donner. Wolf le remercia, lui rappelant qu'il n'était pas nécessaire de le traiter comme un enfant, puisqu'il avait 42 ans, et tout le monde rit. Plus tard, alors qu'il travaillait dans son champ, un vendeur ambulant s'est approché de lui et l'a salué. Elle lui a demandé s'il voulait jeter un œil à sa marchandise, peut-être qu'il aurait de la chance pour lui, mais il a poliment refusé. Cependant, elle insista et lui montra une épée en acier qui, selon elle, pourrait l'intéresser. Elle remarqua également l'épée en cuivre qu'il portait et commenta qu'elle avait l'air assez vieille alors qu'il n'avait même pas réalisé qu'il l'avait avec lui depuis le matin. Il lui a expliqué qu'il n'avait pas beaucoup d'argent et qu'il ne pouvait donc rien acheter, et elle a compris. Puis il lui a demandé où il allait. Et elle répondit qu'elle songeait à retourner à la capitale, en passant par les villages de l'Est. Lou l'avertit qu'à cette époque de l'année il y avait beaucoup de démons à l'Est, mais elle ne semblait pas inquiète, car c'était simplement des gobelins. Et même si son cheval était déjà un peu vieux, il était sûr que ses jambes étaient encore fortes. Sur ce, il a dit au revoir et s'est préparé à partir. Mais Wolf ne se sentait pas bien de la laisser voyager seule à travers le territoire des monstres, alors il décida de l'accompagner jusqu'à la lisière de la forêt. Elle lui assura qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'elle serait parfaitement seule et qu'en plus elle n'avait pas l'argent pour le payer pour l'accompagner. Mais l'argent n'était pas ce qui lui importait, il voulait juste l'escorter. Plus tard, alors qu'ils entraient tous deux dans la forêt, il remarqua que l'environnement était étrangement silencieux, et il pensait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'un démon n'entende le bruit du char et ne les attaque. À ce moment-là, il entendit quelque chose, il se mit en garde et se prépara à se battre. Un monstre est sorti des buissons, et il s'est avéré que ce n'était autre qu'un Beowulf, qui a immédiatement tenté de les attaquer. Wolf a réussi à le bloquer à la dernière seconde. Il était abasourdi, ne comprenant pas comment il pouvait y avoir un loup de vallée là-bas s'ils avaient érigé une barrière autour de la ville. Mais il n'a pas eu le temps d'y penser, alors il a dit à la femme de retourner au village en courant et d'informer tout le monde de la situation. Elle hésita, ne sachant que faire, mais il frappa le cheval pour le faire courir, et elle disparut. Désormais seul, il était capable de se concentrer sur le confinement du loup-bâche. Dans son esprit, il se souvenait de la promesse qu'il avait faite à Ramilia de ne rien faire de dangereux. Mais il savait qu'il devrait s'excuser plus tard parce qu'il n'allait pas reculer. Les retrouvailles avec le Beowulf ont commencé et, étonnamment, Wolf a réussi à résister et à bloquer toutes les attaques de la créature. Il remarqua également que ses mouvements étaient quelque peu lents, ce qui lui semblait étranger, pour une raison quelconque, il pouvait les voir très clairement. Il profita de cet avantage et plongea son épée dans le ventre du monstre couvert de son sang. Il avait du mal à croire que tout s'était terminé si facilement, mais ensuite il vit que son épée s'était complètement brisée. Tandis que le vache-wolf, quoique grièvement blessé, se relevait pour attaquer. Wolf recula et essaya d'esquiver, mais il glissa sur le sang et fut presque dévoré, les mâchoires du loup étant à quelques centimètres de son visage. Cependant, par pur instinct, il a donné un coup de poing si fort qu'il a perdu connaissance d'un seul coup, et lui-même n'a pas compris ce qui venait de se passer. Plus tard, il est retourné au village, où la vendeuse avait déjà prévenu tout le monde et ils étaient inquiets. Le voyant couvert de sang, elle lui a demandé s'il allait bien et ce qui s'était passé, ce à quoi il a répondu qu'il était totalement indemne. Elle a commencé à le gronder, disant que cela ne semblait pas bien du tout et qu'il ne devrait pas agir avec force. Il changea de sujet et lui demanda si elle savait comment traiter les matériaux des bêtes magiques, ce à quoi elle répondit que, même si ce n'était pas sa spécialité, manipuler des matériaux faisait partie de son travail. Dans ce cas, il l'informa qu'il y avait un vache-golf mort sur le chemin qu'ils avaient emprunté, et qu'étant une bête magique de classe C, cela vaudrait aveuglément pas mal d'argent. Pour qu'elle puisse embaucher des gardes du corps pour elle-même. Elle ne voulait pas l'accepter, puisque c'était lui qui avait vaincu le monstre et que cela n'avait aucun sens s'il ne le traitait pas. Mais il ne voulait rien entendre, il se retourna en disant qu'il était fatigué et qu'il allait aller se reposer, la laissant confuse. Plus tard, de retour chez lui, il se lava et commença à réparer son épée. Forger une nouvelle feuille. Une fois cela terminé, il sortit pour vérifier ce qui s'était exactement passé. Alors qu'il atteignait le bord de la barrière, il remarqua un trou dans le champ magique, ce qui expliquait pourquoi les monstres se rapprochaient si près de la ville. Il savait qu'il ne pouvait pas le réparer lui-même et que demander de l'aide à Ramilia n'était pas une option, alors il a décidé d'informer la guilde et de demander leur aide. En parlant de Ramilia, elle pensait qu'elle devait déjà être arrivée à la capitale et puis la scène a changé, elle était toujours dans la voiture,
regardant par la fenêtre. Il est à souligner que même si elle continuait à chercher, elle ne pourrait pas voir la ville de là, mais cela ne l'intéressait pas, elle se demandait simplement si son père mangeait bien et s'il changeait de sous-vêtements tous les jours. Les n'en revenait pas et lui dit que si elle continuait à penser autant à son père, il ne serait pas étrange qu'elle finisse morte si un monstre l'attaquait par surprise. Puis il réalisa qu'il n'aurait pas dû dire cela, parce que cela ne ferait que l'inquiéter davantage, et il se sentit mal. Mais elle ne s'est pas fâchée et lui a assuré que tout allait bien. De plus, elle avait déjà pris des précautions avant de quitter le village et lorsqu'il lui demanda lesquelles, elle lui répondit qu'elle avait appliqué à fond la magie de renforcement corporel sur son père. Cela l'a complètement choqué. Il avait utilisé la magie de renforcement physique sur tout le corps d'un adulte. Il resta silencieux pendant quelques secondes, réfléchissant à ce qu'il avait entendu, puis lui dit que même s'il avait fait cela, les batailles étaient davantage décidées par l'habileté que par la force physique. Mais elle répondit avec assurance que la plus grande force et la plus grande capacité de son père résidaient dans son cœur. À ce moment, la scène revint à Wolf, qui marchait tranquillement quand soudain un homme mystérieux apparut devant lui et, d'un air menaçant, lui demanda ce qu'il faisait là. Wolf avait la même question à lui poser. Il remarqua rapidement que le sorcier devant lui portait un anneau magique et pensa qu'il devait s'agir d'un amplificateur magique. Pendant ce temps, le magicien remarqua que Wolf était légèrement habillé et sans cheval, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose, alors il lui demanda s'il était du coin et s'il avait vu un loup-garou dans les environs. Il ajouta que cette créature avait dévasté un village voisin et qu'il avait reçu pour mission de la guilde de la traquer. Bolt réalisa que la raison pour laquelle il avait pu le vaincre si facilement était parce que le monstre était déjà affaibli. Et il dit au magicien qu'il avait déjà pris soin de lui. Au début, le mage ne le crut pas et lui demanda quel était son rang, ce à quoi il répondit qu'il était un aventurier de classe D, ce qui ne fit qu'accroître ses soupçons. Il était difficile de croire qu'une personne de rang D puisse vaincre un Beowulf. Wolf lui mentionna alors que la barrière de la zone était brisée et lui demanda s'il en savait quelque chose, puisque c'était pour cela que de nombreux monstres qui ne devaient pas s'approcher la traversaient. Le sorcier répondit que c'était probablement de sa faute et qu'un de ses sorts avait dû toucher la barrière alors qu'il poursuivait le monstre. Wolf comprit qu'il s'agissait d'un accident et lui demanda au moins de la réparer maintenant, car cette barrière était vitale pour la ville. Cependant, le mage a refusé avec arrogance et a plutôt donné un coup de pied à la barrière, l'endommageant davantage, faisant remarquer que le mage qui avait érigé cette barrière devait être inexpérimenté, car elle ne devrait pas se briser si facilement. Cela a mis Lou en colère, qui l'a confronté, tandis que le sorcier a répondu que cela n'avait pas d'importance, puisqu'il était déjà cassé de toute façon. Le plus important était de savoir ce qui était arrivé à Wolf Valley vaincu, car il devait prendre ses matériaux pour obtenir sa récompense. Wolf lui dit qu'il avait livré les matériaux à un marchand connu, ce qui mit le sorcier en colère. En criant qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Il a exigé de connaître le nom du marchand pour récupérer les matériaux par lui-même, mais Wolf a refusé de le lui dire et la tension entre eux s'est accrue. Soudain, le sorcier lui jeta un sort, et Lou fut surpris de voir qu'il pouvait utiliser la magie si rapidement sans même réciter une incantation. L'attaque frappa et provoqua une énorme explosion, mais lorsque la poussière se dissipa, Wolf était toujours debout, sans une seule égratignure, laissant le mage complètement abasourdi. Incapable de comprendre comment il avait résisté à un sort de foudre de 4e niveau. Bolt se jeta sur lui en un instant, et le mage n'eut même pas le temps de réagir avant d'être touché avec l'épée. Il a commencé à crier. Mais Wolf lui a dit de ne pas exagérer, qu'il n'avait même pas réussi. Le sorcier lui demanda s'il essayait de lui faire preuve de compassion, ce à quoi il répondit simplement qu'il ne voulait pas tuer. Il pensait qu'il devait avoir une famille qui l'attendait. Car dans certaines régions, il était d'usage de donner une bague comme promesse de mariage et celle qu'il portait aveuglément était que maintenant qu'il l'avait vaincu proprement, il lui demandait encore une fois de réparer la barrière qu'il avait brisée et s'il pouvait le faire. Il a promis qu'il le laisserait tranquille, comme si de rien n'était. Il a parfaitement compris que c'était aussi sa faute d'avoir vendu les matériaux sans se rendre compte qu'ils appartenaient à quelqu'un d'autre, et il s'en est sincèrement excusé. Le sorcier fut un peu surpris d'entendre quelque chose comme ça de sa part. Curieux, il lui a demandé quel était son nom. Wolf se présenta finalement, et le sorcier sourit simplement, pensant qu'il se souviendrait de ce nom. Car l'homme devant lui deviendrait sans aucun doute un futur héros de rang SSF. Pendant ce temps, Ramiya était enfin arrivée dans la capitale royale et était complètement stupéfaite.
Leila a demandé si c'était sa première fois dans la capitale et elle a répondu que c'était en fait sa deuxième. Cependant, la première fois, elle était tellement occupée à autre chose qu'elle ne pouvait pas l'observer correctement. Il lui a demandé si, la première fois, elle pensait au procès, et elle a répondu qu'elle n'avait jamais imaginé que le document qu'elle avait rédigé remettrait en question les fondements du monde. Cela mis à part, elle remarqua que tout le monde la regardait et ne put s'empêcher de se demander si elle était la bienvenue là-bas. Leila assura que c'était le cas et qu'en fait, le roi Mira lui-même la recevrait en personne. En l'entendant, elle se sentit soulagée. Plus tard, elle arriva dans un manoir où une femme de chambre commença à l'habiller pour l'occasion. Cependant, elle ne se sentait pas du tout à l'aise dans cette tenue. Parce que cela lui paraissait trop frappant. Lei lui rappela qu'elle allait rencontrer le roi lui-même, il était donc logique qu'elle doive s'habiller convenablement, même si elle affirma que cela n'expliquait pas pourquoi elle avait été poussée dans une salle de bain dès son arrivée. Être vue par près d'une vingtaine de personnes. Son village tout entier ne comptait même pas une centaine d'habitants, c'était donc extrêmement embarrassant pour elle. Lei, pour sa part, a seulement commenté qu'elle n'avait pas à s'inquiéter autant, que ce n'était pas comme si elle avait un corps dont il fallait avoir honte. Elle commença à se demander si elle se marierait un jour si les choses continuaient ainsi. Il a été surpris qu'elle ait mentionné le mariage et a attiré son attention, mais elle a ensuite précisé qu'elle n'avait aucune intention d'épouser quelqu'un d'autre que son père. À ce moment-là, la servante resserra encore plus le corset de sa robe, la prenant complètement par surprise et la faisant hurler à plein poumon. Plus tard, alors qu'ils marchaient tous les deux dans les couloirs, elle a commenté qu'elle aurait préféré porter quelque chose de plus simple, comme ce qu'il portait, et Lei a expliqué que ce n'était que son uniforme de travail. Elle lui a demandé si elle devrait vraiment travailler avec cette robe, même si ce n'était bien sûr pas le cas. Plus important encore, il lui a demandé de ne pas être impoli devant le roi et elle lui a assuré qu'il pouvait lui faire confiance. Finalement, ils entrèrent dans la salle du trône, où le roi de la nation était assis sur son trône. Il savait déjà qui était Ramiya et elle s'agenouilla devant lui, le saluant avec élégance et se présentant comme la fille de Wolf, du village de Nicolas. Il l'a remercié de lui avoir accordé l'honneur et l'opportunité de mener ses recherches et lui a exprimé sa plus profonde gratitude. Le roi n'avait cependant jamais entendu parler d'un homme appelé Wolf de la ville de Nicolas. Alors il a demandé à son général Sèche s'il savait quelque chose. Le général sourit avec dédain et dit qu'il n'avait jamais entendu parler de cet homme non plus. En fait, il a affirmé qu'il n'avait jamais entendu parler d'une ville appelée Nicolas. Le roi le fit remarquer et dit à Séché qu'il ne devait pas se moquer du père de la jeune fille, car il supposait qu'il devait être un homme courageux pour avoir élevé une fille aussi merveilleuse. Mais le général répondit qu'il n'était pas nécessaire d'y penser autant et qu'il était sûr qu'il était probablement né d'un singe des montagnes. Il y était allé juste pour voir la prétendue deuxième grande héroïne du monde. Mais il fut très déçu de voir que ce n'était qu'un nain. Non seulement cela, mais elle a commencé à se demander si son titre de grande héroïne était même légitime, et a également commenté que son père, Wolf de Nicolas, il était connu comme un escroc de sang pur. À ce moment, Lei intervint pour la défendre, affirmant que la jeune femme devant lui était une véritable grande héroïne, certifiée par la guilde et par tout le royaume. Cependant, Sek refusait d'y croire. C'est alors que Ramiya se rendit directement chez le roi et lui demanda la permission de démontrer son pouvoir devant lui. Le roi accepta et lui demanda comment il comptait procéder. Ce à quoi elle a répondu qu'elle aimerait avoir un match d'entraînement avec le général Sèche. Bien sûr, le général dut accepter et elle lui demanda s'il était prêt à le faire. Sèche sourit et accepta de lui faire face. Sur ce, le roi leur donna la permission de continuer et leur dit qu'il avait hâte de voir de quoi il était capable. Elle, de son côté, avait hâte de commencer car elle voulait faire regretter au général d'avoir traité son père d'escroc. Dans le système de rang des aventuriers, ceux de la classe a été appelés transcendants. Et c'étaient ceux qui avaient accompli 10 quêtes ou plus en un an et avaient acquis au moins 2 sorts de haut rang et 10 sorts de super rang ou plus. Il s'est avéré que, même si le général Sèche et Ramiya n'avaient pas participé à de nombreuses missions, ils répondaient tous deux aux exigences en matière de compétences et de sorts. Ce qui le plaçait à un niveau équivalent aux aventuriers de classe A. En fait, Ramiya était 2 rangs au-dessus de cela et était la grande héroïne du rang le plus élevé. Et maintenant, il allait avoir un match d'entraînement contre ce même général, Sèche. Pendant qu'elle et Lei attendaient dans sa chambre, il expliqua que le général était un féroce guerrier qui dirigeait une armée. Et qu'il aurait aveuglément senti son orgueil blessé en se faisant traiter de faible par une fille d'Aak sans grave peine 15 ans. Il lui a demandé si elle comprenait dans quelle situation elle s'était mise.
Mais elle s'en fichait du tout, parce que la seule chose qui la dérangeait à ce moment-là était la robe, alors elle l'enleva brusquement et la jeta par terre, marre de lui. Quant au général, elle dit qu'elle ne se souciait pas de sa fierté. Que la seule chose qui comptait était qu'il ait traité son père de fraudeur. C'est pourquoi elle était déterminée à le détruire et elle ne serait pas satisfaite tant qu'elle ne l'aurait pas fait. Lei lui a demandé s'il pensait vraiment avoir une chance de le battre. Quel que soit son rang, en fin de compte, Seiche était toujours dans la fleur de l'âge et un guerrier beaucoup plus expérimenté. Cependant, elle a simplement répondu qu'elle n'y voyait aucun problème. Lei a convenu qu'avec ses compétences, il pourrait le vaincre d'un seul coup de magie. Alors j'ai compris pourquoi elle n'était pas inquiète. Mais ensuite elle a dit que ce ne serait pas juste et c'est pourquoi elle avait décidé de ne pas utiliser la magie dans ce combat, le laissant complètement surpris. Il lui a demandé ce qu'il voulait dire par là. Et elle a expliqué qu'elle n'avait pas l'intention d'utiliser la magie offensive ou à effet de statut dans ce combat, mais à part ça, elle allait tout donner. Sur ce, il demanda à Lei de lui dire tout ce qu'il savait sur le général Seiche et ses atouts. De retour avec Wolf, il faisait son truc, récoltant quelques légumes. Une femme s'est approchée de lui et a remarqué qu'il pensait à sa fille, alors elle lui a demandé s'il pensait que Ramiya serait bien seule dans la capitale royale. Mais il était pleinement convaincu qu'il irait parfaitement bien. Même si cela semblait étrange de sa part, sa fille était une fille très intelligente, contrairement à lui, et il était sûr qu'elle comprendrait sa position et agirait en conséquence. La femme a souri et a dit que Ramiya avait toujours fait de son mieux en tout, et il était entièrement d'accord, elle était une travailleuse plus acharnée que quiconque, et il espérait juste que même maintenant, elle faisait de son mieux. La scène revint à Ramiya, qui, pour une raison quelconque, avait l'impression de pouvoir entendre la voix de son père, même si, bien sûr, il n'était pas là. En pensant à lui, il sortit et entra dans l'arène de combat. Le général Seiche arriva également, une lance à la main. Cependant, il fut surpris de voir que son adversaire tenait à peine une épée en bois, ce qui l'irrita un peu alors qu'elle se tenait là avec un sourire confiant. Il lui a demandé ce que tout cela signifiait et pourquoi elle avait une épée en bois si elle était une sorcière, ce à quoi elle a répondu que cela faisait partie de sa stratégie. Il l'a prévenu de ne pas se plaindre de ce qu'il s'apprêtait à lui faire, ni de s'excuser en disant qu'elle n'était pas sérieuse, et elle a parfaitement compris. Lei a crié sur le côté en lui demandant de faire attention et de ne pas se blesser. Elle le remercia de s'en soucier autant, mais lui assura qu'il ne devrait pas s'inquiéter, car, après tout, elle était forte. Sur ce, les deux combattants prirent position et se préparèrent pour le match d'entraînement. Le combat commença et Ramiya chargea directement le général pour l'attaquer. Mais bien sûr, il l'a bloqué facilement et a tenté de contre-attaquer. Elle recula rapidement et esquiva. En voyant l'échange entre les deux, la foule était excitée. Tandis qu'Eché remarqua que les coups de son adversaire étaient plus rapides et plus violents que prévu. Elle a commencé à réaliser qu'elle n'était pas une recrue. C'est dans cet esprit qu'il lança une attaque avec sa lance. Elle a esquivé et les deux ont continué à échanger des coups, ce qui a enflammé encore plus la foule, tandis que Lei, qui regardait de côté, a commencé à encourager Ramiya. Seiche a été impressionné de voir qu'il pouvait le suivre, mais il ne voulait pas prolonger le combat et a décidé d'y mettre fin. Il se déplaçait avec une telle vitesse qu'il semblait s'être multiplié, et lança son attaque appelée chaîne de lance de mort absolue, la frappant de toutes parts. Mais lorsqu'il se retourna, il fut surpris de constater qu'elle était toujours debout, sans la moindre égratignure. Incapable de croire qu'une fille puisse esquiver toutes ces attaques simultanées. Elle s'approcha de lui et voyant comment il bougeait, elle réalisa qu'il copiait ses propres mouvements. Il l'attaqua ensuite en utilisant sa même technique, la chaîne de lance de la mort absolue, le frappant dans toutes les directions. Le général tomba au sol alors qu'elle restait debout, et la foule éclata de cris, acclamant Ramiya. Le roi arrêta le combat sur le champ, la déclara vainqueur et la félicita d'avoir livré un combat aussi splendide. Il a déclaré qu'il était impatient de travailler avec elle et lui a demandé de continuer à travailler dur pour lui et son pays, et elle s'est sentie honorée de recevoir une telle reconnaissance. Il lui a promis qu'il s'efforcerait toujours de faire avancer ses recherches. Après cela, elle descendit du sable et les courut vers elle pour la serrer dans ses bras. Juste heureux de la voir bien. Elle l'a également remercié et a admis que sans ses conseils et ses leçons sur le général Seiche, elle aurait probablement perdu. Pendant qu'ils y étaient, il s'est approché du général et lui a recommandé d'essayer de transformer cette technique à 4 coups en une technique à 5 coups s'il travaillait un peu plus dur. Il croyait que s'il reculait d'un demi-pas à chaque coup, il pourrait réussir à lancer une attaque supplémentaire.
Et si elle y parvenait, elle pensait que peut-être elle aurait été celle qui perdrait cette fois. Elle lui a même proposé de lui apprendre à le faire, et dès qu'elle a dit cela, tout le monde a été complètement abasourdi, puisqu'elle n'était qu'une jeune fille de 15 ans. Le général lui demanda qui lui avait appris à manier l'épée, et elle répondit que c'était son père. Puis il lui a demandé son nom, et elle lui a dit qu'elle s'appelait Wolf. De la ville de Nicar, et qu'il espérait qu'à partir de maintenant il se souviendrait bien de ce nom. Le général ne dit rien de plus et partit, tandis que les s'approchaient d'elle et lui demandaient si elle était sûre de ne plus vouloir le mettre en pièces. Elle a répondu que ce n'était plus nécessaire. Il avait déjà atteint son objectif et désormais le général Sèche n'oublierait jamais le nom de son père. Les sourit, réalisant qu'elle aimait vraiment beaucoup son père. Avec un grand sourire sur son visage, elle a également dit oui, elle l'aimait beaucoup. Pendant ce temps, dans la zone montagneuse, plusieurs dragons volaient au-dessus du ciel et se rassemblaient sur une montagne où se trouvait un énorme œuf. Ils se sont approchés pour l'observer, et, tout à coup, il a commencé à se briser. De retour avec Wolf, comme toujours, il était occupé avec ses tâches quotidiennes de collecte d'herbes. Après en avoir rassemblé suffisamment pour préparer une bonne pile de médicaments, il décida de mettre un terme à cette journée et de revenir. En arrivant à la ville, il remarqua qu'un groupe de personnes s'était rassemblé au même endroit et pensa que peut-être un marchand ambulant ou quelque chose comme ça était arrivé. Il s'approcha et fut surpris de voir qu'en fait, c'était le même sorcier qu'il avait rencontré dans la forêt quelques jours auparavant. Le sorcier le reconnut également, et à côté de lui se trouvait une femme qui tourna brusquement son cheval et se dirigea droit vers Wolf. Il s'est arrêté devant lui et lui a demandé s'il s'appelait Wolf Midley. Au début, il était assez confus et ne savait pas quoi répondre, mais ensuite il a confirmé que oui, c'était Wolf et lui a demandé ce qu'elle attendait de lui. Elle descendit de cheval et commença à s'excuser au nom de son subordonné, qui lui avait causé des ennuis l'autre jour, s'est même incliné devant lui pour lui exprimer ses sincères excuses, ce qui l'a laissé très embarrassé. Il lui a répondu que ce n'était pas nécessaire puisque cet incident avait déjà été résolu. En fait, grâce au sorcier, la barrière avait été réparée et la ville était en sécurité. Mais elle n'arrêtait pas de s'excuser, estimant qu'en tant que supérieure, c'était sa responsabilité de le garder sous contrôle, et elle n'y était pas parvenue. Il a accepté ses excuses et lui a demandé de relever la tête. Puis il lui a demandé son nom. Et elle s'est finalement présentée comme le chef de la guilde des libellules bleues, Henri le Grapparé. Dès qu'il entendit ce nom, il lui demanda si, par hasard, elle était apparentée à la famille de l'archiduc Raffet, et son compagnon confirma qu'elle l'était. Son nom était Rayad et il était épéiste de 2e année au service de la famille Raffet. Il l'informa qu'Henri était en fait la fille aînée de Halo, qui à son tour était le beau-frère du roi Mia du royaume d'Excel. Wolf comprit que la femme devant lui était une princesse et s'agenouilla immédiatement devant elle. Ce qui l'a prise par surprise et lui a dit qu'il n'était pas nécessaire d'être aussi formel. Cela mis à part, elle était assez intriguée par son nom de famille, Midley, et a demandé à Rayad s'il se souvenait de quelque chose à propos de ce nom. Il se souvint que le nom de famille du chercheur qui avait récemment reçu le titre de grand héros était également Midley. Et comme c'était comme ça, Henri a demandé à Wolf s'il était le père de cette héroïne, ce à quoi il a répondu oui, que Ramiya était sa fille. Elle fut surprise de l'entendre, puis elle comprit pourquoi Dallas, le magicien qui l'accompagnait et qui servait également sa famille. Elle n'avait pas pu lui faire face, soudain elle lui serra la main et lui demanda de lui apprendre quelque chose. Les deux se sont également rendus dans un champ ouvert et elle s'est préparée à se battre en tenant un bâton en bois. Alors qu'ils ne comprenaient toujours pas comment ils en étaient arrivés à cette situation. Plus important encore, il a demandé à Rhea ce qu'était exactement le Way. Il lui a expliqué qu'il s'agissait en réalité d'un groupe de surveillance. Puisque les villages de cette zone étaient assez éloignés de toute ville avec une guilde et KE3, ils essayaient de gérer au mieux les missions d'assujettissement, ceci dit. Henri l'a appelé et lui a dit de ne pas se retenir, de se battre avec l'intention de la vaincre. Cependant, il ne voulait clairement pas lui faire de mal, elle était toujours une princesse après tout, alors il décida de la laisser gagner quelques points. Le combat commença, tous deux prirent position et se préparèrent à combattre. Au début, Henri resta immobile, attendant qu'il fasse le premier pas, et il comprit qu'elle voulait que ce soit lui qui initie la conversation. Mais soudain, elle se précipita sur lui et l'attaqua avec le bâton. Il n'eut même pas le temps de réagir, s'étonnant lui-même de sa capacité à lire ses mouvements et de la précision de ses coups. Elle le bombarda d'une rafale d'attaque et il resta sur la défensive, bloquant du mieux qu'il pouvait, même s'il ne put tenir longtemps,
se rendant compte qu'elle était vraiment forte et qu'elle avait de l'expérience au combat. Pendant ce temps, Rhea lui dit que la princesse était une aventurière de rang B et qu'il ne devait pas la sous-estimer sinon il le regretterait. Wolf aurait aimé le lui dire plus tôt, mais cela n'avait plus d'importance et il n'avait pas non plus le temps d'y penser. Maintenant qu'il comprenait que son adversaire était puissant, il décida qu'il n'y avait plus aucune raison de se retenir. En un instant, il ouvrit une ouverture et tenta d'attaquer. Mais à sa grande surprise, elle esquiva son coup. Puis il réalisa qu'il l'avait provoquée intentionnellement. Alors qu'il s'apprêtait à l'attaquer de côté, elle lui dit qu'elle ne l'avait pas frappé de manière insensée, mais que tout cela faisait partie de sa stratégie. Il déplaça le bâton, et juste avant de l'attraper, Wolf eut un flashback d'une situation similaire du passé. Il avait perdu un combat contre Ramiya. Et elle s'est approchée de lui pour lui demander pourquoi il se retenait autant. Il essaya de lui dire que ce n'était pas vrai, qu'elle était simplement incroyablement forte. Mais elle s'est mise en colère et lui a crié qu'il n'avait le droit de perdre contre personne. Il rit en disant que ce n'était pas très réaliste mais elle s'en fichait. Les larmes aux yeux, elle lui dit qu'il était son héros et que c'est pourquoi il ne pouvait perdre contre personne. Il l'a serré dans ses bras et lui a promis qu'il ne perdrait jamais. Revenant au présent, avec ce souvenir en tête, il arrêta l'attaque d'Henri avant qu'elle ne l'atteigne et libéra finalement toutes ses forces, la poussant en arrière et faisant tomber son bâton en bois de ses mains. Il inspira pour se calmer et lui demanda si elle allait bien, mais elle, au contraire, était complètement choquée et sans voix. Soudain, elle lui prit la main et, s'adressant à lui sous le nom de leur pôle, lui demanda de l'épouser, le laissant complètement confus. La scène est ensuite passée au père d'Henri, Monsieur Alolograparé. Il était à la tête de la maison grand-ducale de Rafar, qui régnait sur environ 15% du royaume de Rexel. De plus, il gérait une ferme et 2 mines. C'était sans aucun doute un homme extrêmement occupé et c'est précisément pour cette raison qu'il aimait faire une pause de temps en temps ce jour-là, il prévoyait de manger avec sa fille lorsqu'ils s'asseyaient enfin ensemble pour manger. À l'improviste, elle lui a dit qu'il y avait un homme qu'elle voulait épouser et lui a demandé si elle pouvait l'emmener le rencontrer un jour. Cela a complètement surpris Allo et lui a même fait cracher son verre. Il ne pouvait pas croire qu'elle parlait soudainement de mariage et refusa catégoriquement, mais elle répondit qu'elle commençait à ne pas aimer qu'il la rejette sans même rencontrer l'homme. Il s'est calmé et lui a demandé de lui donner des détails sur l'homme dont elle était tombée amoureuse. Il lui a d'abord demandé son nom et elle a répondu qu'il s'appelait Wolf. Bien sûr, elle n'avait jamais entendu ce nom. Puis il lui a demandé dans quelle classe il était. Et elle répondit qu'il était un aventurier de classe D à la retraite, mais qu'il restait toujours un homme très fort. Son père l'interrompit immédiatement. Dès qu'il entendit le mot retraité, il lui demanda quel âge avait l'homme, et elle répondit qu'il avait 42 ans. Son père a perdu patience, a claqué la table et a crié qu'il ne lui permettrait jamais d'épouser un vieil homme. Mais elle a fait valoir que, même s'il existait une grande différence d'âge, elle était sûre qu'il pourrait la surmonter grâce au pouvoir classique de l'amour. Son père était sur le point de devenir fou, car ce n'était pas la première fois que quelque chose comme ça lui arrivait. Chaque fois qu'elle voyait un homme plus fort qu'elle, il est tombé follement amoureux, et il était convaincu que s'il continuait ainsi, un jour il amènerait même un dragon disant, parce qu'il était plus fort que moi. Puis une idée lui vint et il fit venir Rayad. Il a posé des questions sur l'état de la mine sur laquelle il avait demandé des informations, et Rhea lui a dit qu'il n'avait pas encore trouvé d'aventurier de classe A ou supérieur répondant aux exigences. Il avait donc le plan parfait, il a demandé à Henri s'il avait entendu parler du récent incident du dragon. Elle a dit oui, mais a été surprise que le problème n'ait toujours pas été résolu. Son père lui proposa alors que, si l'homme dont elle était tombée amoureuse parvenait à tuer le dragon, elle n'aurait aucun problème à l'inviter chez elle. Elle devint excitée, tandis qu'il pensait que la force de Wolf n'avait pas d'importance. Il n'avait aucun moyen de vaincre un dragon entier. Plus tard, avec Rio et Dallas, Henri partit à la recherche de Wolf et, en chemin, ils lui demandèrent comment il envisageait de le convaincre de combattre un dragon. Cependant, elle n'était pas vraiment inquiète, car elle était sûre qu'il accepterait. Dallas a noté qu'il s'était déjà retiré de la vie d'aventurier. Les chances qu'il accepte de combattre un dragon étaient donc très faibles et Rayad pensait également qu'il serait assez difficile de le convaincre. En entendant ces commentaires, elle commença à en douter elle aussi, mais à ce moment-là, une idée lui vint. Un peu plus tard, Dallas courut chez Wolf et lui dit que la princesse avait été kidnappée par un dragon.
Wolf fut choqué d'entendre cela et lui demanda comment une telle chose s'était produite. Pendant ce temps, Dallas était encore plus surpris de voir qu'il avait réellement cru à son mensonge. Wolf décida de contacter la guilde immédiatement. Cependant, Dallas l'arrêta et lui dit que s'il tardait, la princesse pourrait être mangée par le dragon, et c'est pourquoi il avait besoin de son aide pour la sauver immédiatement. Ryo a ajouté qu'il n'y avait personne de plus compétent que lui dans ce domaine, et c'est pourquoi ils lui ont demandé de leur prêter sa force pour sauver Henry. Au début, Wolf se sentit un peu confus en voyant les deux hommes incliner la tête vers lui, mais il accepta quand même de les aider de toutes les manières possibles. Les trois arrivèrent à l'endroit où se trouvaient les dragons et Wolf observa qu'il y en avait au moins 12 présents dans la zone. Dallas en a déduit qu'ils devaient être là pour se reproduire. Mais le plus important était qu'il devait y en avoir une autre, une mère dragon qui se cachait probablement quelque part. Wolf a commenté qu'il n'avait vu Henry nulle part non plus, et les deux ont trouvé une excuse, disant qu'il devait être proche et qu'il était aveuglément toujours en vie. Wolf s'y attendait aussi, alors que Dallas et Rayad étaient déjà épuisés à force de mentir autant. Pourtant, ils lui demandèrent ce qu'il devait faire ensuite, et pour y répondre, Wolf sortit le matériel qu'il avait apporté avec lui. Il a commencé à préparer quelque chose, et quand ils lui ont demandé ce qu'il faisait, il leur a simplement dit d'attendre et de regarder. Il alluma un feu, mélangea quelques herbes et les jeta dans les flammes, ce qui généra une épaisse fumée qui fit endormir tous les dragons présents. Dallas et Rayad furent absolument stupéfaits d'assister à cela, incapables de croire ce qu'ils venaient d'accomplir, car ces créatures étaient connues pour avoir une grande résistance aux effets altérés. Dallas était très excité et lui a demandé de lui montrer plus tard comment il avait procédé et quels ingrédients il avait utilisés dans ce médicament. Wolf rit et expliqua qu'il avait lui-même appris cela d'un aventurier. Mais il promit qu'il lui donnerait la recette une fois la soumission des dragons terminée. Dallas l'a remercié et lui a demandé combien il facturerait pour ses cours. Mais Wolf l'a immédiatement arrêté et lui a dit qu'il ne pouvait pas accepter d'argent pour cela. Confus, Dallas lui a demandé pourquoi, et il a répondu que lui aussi avait appris ce truc gratuitement. Il ne semblait donc pas juste de facturer sans payer quelque chose qu'il avait lui-même appris. En même temps, il pensait que ce médicament était en réalité une version adaptée d'une recette du livre que la mère de Ramilia avait laissé derrière elle. Et j'étais heureux de voir que cela fonctionnait bien. Une fois cela réglé, les trois hommes décidèrent d'aller de l'avant. Et pendant qu'ils le faisaient, une question revenait sans cesse dans la tête de Rayad. Comment était-il possible pour un aventurier de classe de savoir comment vaincre un dragon? Dallas le remarqua et lui demanda ce qui se passait dans son esprit, ce à quoi il ne répondit rien. Pendant ce temps, Henry et son père les regardaient tous les trois de loin, et elle lui demanda s'il commençait à aimer son fiancé. Il a admis qu'elle semblait prometteuse et qu'elle était bien plus capable que ce à quoi il s'attendait de la part d'une personne dépérissant dans les régions frontalières. En entendant cela, elle s'est excitée et lui a demandé si cela signifiait qu'il avait déjà approuvé, mais il a crié que ce n'était toujours pas suffisant puisqu'il avait seulement endormi les dragons. Je ne les avais pas battus ou quoi que ce soit du genre. Sur ce, elle se remit à se concentrer sur eux, tandis qu'Henry prenait une profonde inspiration et se disait que tout irait bien, que Lou parviendrait sans aucun doute à vaincre le dragon. À ce moment-là, il vit quelque chose voler vers eux. Il essaya de mieux voir et, à sa grande surprise, ce fut un énorme dragon qui apparut juste devant eux. Pendant ce temps, Ramilia était dans le manoir, l'air ennuyé depuis le balcon. Elle a demandé à la Cé si elle pouvait rentrer à la maison maintenant, et bouleversé, il lui a répété qu'il ne pouvait pas. Parce qu'elle lui avait restitué tous les outils et instruments de recherche que le pays avait préparés spécialement pour elle simplement parce qu'elle ne les aimait pas. Désormais, tous les hauts responsables de l'institut de recherche avaient les yeux rivés sur elle. De plus, s'ils apprenaient qu'elle était en vacances simplement parce qu'elle s'ennuyait en attendant le matériel de laboratoire qu'elle avait elle-même commandé. Ils ne pouvaient pas imaginer dans quels ennuis il allait se retrouver. Mais bien sûr, cela ne l'intéressait pas du tout et disait qu'elle était très inquiète pour son père. Lei ne comprenait pas pourquoi. Si elle-même avait déjà donné à son père le maximum de pouvoir dans tous les aspects possibles. Cependant, Ramirez a précisé que ce n'était pas ce qui l'inquiétait. Son père avait toujours été un homme extraordinaire, et maintenant qu'elle n'était plus à ses côtés, il craignait qu'une femme étrange ne vienne le tromper. De retour avec Wolf et les autres, ils arrivèrent tous les trois à l'entrée de la mine, et Dallas fut encore surpris de voir que les tisserands s'étaient en fait profondément endormis. Il a félicité Wolf pour être si bon en connaissance et en combat. Bien qu'il ne soit qu'un aventurier de classe loup, il était pour sa part également surpris, car il pensait que ses connaissances ne venaient que des livres.
Cependant, il avait remarqué que sa force physique normale lors des combats récents et son incroyable agilité, même si c'était un réflexe, ne pouvait pas être qu'une question de mentalité ou d'entraînement. Il réalisait maintenant qu'une seule personne pouvait faire une chose pareille. Elle voulait le confirmer directement avec lui, mais elle comprenait aussi qu'à ce moment-là, la vie d'Henri était la priorité. Gardant cela à l'esprit, il suggéra qu'il continue d'avancer et de rechercher la princesse pendant que les wyverns dormaient encore. Cependant, à court d'excuses. Dallas et Rayad lui ont finalement avoué la vérité et lui ont expliqué ce qui se passait réellement. En entendant cela, Wolf fut très surpris d'apprendre que le grand-duc lui-même lui avait demandé de soumettre un dragon. Rio a ajouté que c'était précisément pour cela qu'il devait accomplir cette mission, sinon la jeune princesse serait très triste. Rio a donc insisté sur le fait qu'il devait tuer le dragon pour le bien d'Henri. Et bien sûr. Maintenant qu'ils avaient confirmé qu'ils étaient nombreux, les deux étaient prêts à lui apporter tout leur soutien. Puisque les choses en étaient arrivées à ce point, Wolf accepta et suggéra que s'il voulait le faire, il devrait commencer par couper la queue des wyverns. Les wyverns étaient des bêtes magiques spécialisées dans le vol, mais c'est précisément à cause de cela que leur déplacement sur Terre était lent. En d'autres termes, s'ils parvenaient à se couper la queue, qu'ils avaient l'habitude de s'équilibrer dans les airs tomberaient et ne seraient rien d'autre que des rochers en mouvement. De plus, près de la queue, les wyverns n'avaient pas de récepteurs de douleur en raison de leur régénération constante, ce qui signifiait qu'ils ne ressentiraient rien et ne se réveilleraient pas, ce qui rendait leur asservissement beaucoup plus facile. Ils furent tous deux d'accord et décidèrent de suivre ce plan. Dallas a utilisé sa magie du vent pour couper les queues, tandis que Raya a dû faire un travail physique et les couper avec son épée. En le voyant, Rayad commenta à quel point il était jaloux des gens qui pouvaient utiliser la magie, tandis que Dallas, de son côté, le félicitait, affirmant que sa maîtrise de l'épée était déjà digne d'une classe supérieure. À ce moment-là, ils virent une wyvern voler vers eux, chargeant son souffle de feu pour attaquer. Dallas se prépara à contre-attaquer, mais Wolf sauta soudainement en l'air et abattit la wyvern d'un seul coup d'épée, le divisant en deux et les laissant complètement abasourdis. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait réussi à le couper parfaitement en deux avec une simple épée de bronze. N'ayant pas l'intention de perdre du temps dehors, Wolf leur a demandé de s'occuper des choses à l'extérieur pendant qu'il entrait dans la mine pour chercher le dragon. En entrant, il vit un œuf cassé et réalisa que la mère dragon était déjà partie. Il remarqua que l'œuf était encore un peu chaud, ce qui lui fit penser que le dragon devait être à proximité, quand soudain il entendit un grand fracas à l'extérieur. Il a couru pour voir ce qui se passait et, quand il est arrivé, c'était là. La mère dragon, prête à attaquer. Le père d'Henri, Monsieur Halo, est également venu en courant et a crié qu'Henri avait été kidnappé. Confus, Dallas lui a demandé, n'était-il pas avec toi? Tandis que Raya observait le dragon et vit qu'il avait effectivement Henri dans ses griffes. Halo a rapporté qu'elle avait été capturée par la mère dragon. Mais les détails n'avaient pas d'importance à l'époque et elle les suppliait de sauver sa fille. Le dragon chargea son souffle de feu et Dallas avança pour créer un bouclier avec sa magie du vent. Cependant, lorsque le dragon lança son attaque, le bouclier ne tint pas et tout le monde fut touché par le feu. Lorsque la poussière s'est dissipée, miraculeusement tout le monde était encore en vie, mais Raya savait que si cela continuait, il serait bientôt anéanti. À ce moment, Wolf s'avança et leur dit qu'il se chargerait d'attirer l'attention du dragon, alors qu'ils en profitaient pour sauver la princesse. Elle a également demandé à Dallas de lui frapper la queue avec un sort pour lui faire perdre l'équilibre, et il a accepté sans poser de questions. Quant au grand-duc Halo, Bolt lui a assuré qu'il ne fallait pas s'inquiéter, qu'il lui avait promis qu'il sauverait sa fille, la jeune princesse, le laissant sans voix. En un clin d'œil, il se lança vers le dragon et les deux commencèrent à échanger des coups au corps à corps. Pendant que le dragon était distrait, Dallas en profita pour attaquer sa queue par derrière, y parvenant et le mettant encore plus en colère. Le dragon chargea à nouveau son souffle de feu, mais avant qu'il puisse le lancer, Lou le frappa avec son épée de bronze. À sa grande surprise, l'épée se brisa une fois de plus, et ne sachant que faire d'autre, il décida quand même de continuer. Et utilisant toute la force qui lui restait, il enfonça l'épée brisée dans la tête du dragon et l'assomma. Pendant ce temps, le dragon et Henri commencèrent à tomber du ciel, et Raya l'a pris dans ses bras, réussissant à sauver la princesse. Rayad regarda Wolf, qui se tenait debout sans la moindre égratignure, et ne put s'empêcher de se demander ce qu'il était réellement. La scène revient à Ramilia, complètement bouleversée après avoir rêvé que son père courait un grand danger. Confus,
Les lui a demandé ce qu'il voulait dire par là et, plus important encore, lui a rappelé qu'il ne devrait pas dormir dans le laboratoire, puisque c'était techniquement pendant les heures de travail. Elle a insisté sur le fait qu'elle voulait rentrer chez elle parce qu'elle avait le sentiment très fort que quelque chose de grave arrivait à son père, mais il est resté calme et lui a rappelé qu'elle n'avait pas à s'inquiéter autant. Cependant, comme il l'avait parfaitement modifié, elle continuait à se plaindre, disant qu'elle ne pouvait toujours pas s'empêcher de s'inquiéter. Soudain, une idée lui vint et elle commença à réciter un sort. Les devint alarmés alors qu'il essayait de deviner ce qu'il préparait cette fois-ci. Soudain, une lumière vive envahit toute la pièce. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il regarda Socke et vit qu'elle avait invoqué une relique sacrée comme si ce n'était rien. Mais le pire, c'est qu'il l'a immédiatement jetée, le faisant disparaître, ce qui n'a fait qu'accroître sa panique. Il lui demanda d'où diable il avait obtenu un tel objet et s'il l'avait réellement envoyé à son père. Elle a fièrement répondu oui, et il a souligné qu'elle aurait dû réfléchir à la réaction de son père si une épée sacrée tombait soudainement sur lui pendant qu'il cuisinait, car cela l'effrayerait probablement à mort. Cependant, elle a simplement souri et a dit que son père saurait exactement comment l'utiliser et quoi en faire. De plus, il lui avait jeté un sort pour le faire disparaître une fois la crise passée, donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Pendant que Lacey paniquait, la scène revint à Wolf et aux autres, et il s'avéra que la mère dragon n'était pas encore morte, elle commençait lentement à se relever. Il ne pouvait pas croire qu'il était toujours debout après avoir reçu un tel coup. Bolt pensait qu'il n'y avait aucun moyen de l'achever avec l'épée brisée à la main. Il aurait souhaité avoir une arme plus puissante pour pouvoir faire quelque chose, et juste à ce moment-là, l'épée sacrée apparut devant lui. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait ni d'où cela venait, mais rien qu'en le regardant, il savait qu'avec cette épée, vous pourriez porter le coup final à la mère dragon. Il a donc décidé de le prendre. Dès qu'il l'atteint, il remarqua que même si elle était plus grande que son épée de bronze, elle pesait moins qu'une plume, et il se demanda si c'était une sorte d'épée sacrée ou démoniaque. Il n'était pas sûr si c'était un véritable miracle ou si c'était simplement sa fille surprotectrice qui se remettait dans son entreprise. Mais ce qu'il savait, c'est qu'avec cela, il pourrait définitivement vaincre le dragon. Une fois de plus, le dragon lui lança son souffle enflammé. Mais cette fois, Bolt balança l'épée et réussit à riposter, provoquant un impact du feu sur l'aile gauche du dragon, laissant tout le monde, y compris lui-même, complètement abasourdi. Il avait reflété le souffle de feu de la mère dragon. Les hommes du duc furent impressionnés et commencèrent à l'encourager. Henri courut vers lui, soulagé de le voir aller bien, et lui demanda quelle était cette épée qu'il brandissait. Il répondit que c'était un cadeau qu'il avait reçu d'une déesse capricieuse, mais laissant cela de côté, il lui dit qu'elle devait évacuer tout le monde pendant qu'il s'occuperait de distraire la mère dragon. Soudain, les autres dragons se sont également réveillés à cause de toute cette agitation, mais comme leur queue avait déjà été coupée, ils se sont déplacés très lentement et ont essayé de les attaquer avec leur souffle de feu. Mais Dallas réussit à le bloquer avec son bouclier magique. Pendant ce temps, Henri emprunta une épée de chevalier et assura à Wolf qu'il n'avait plus à tout faire seul. Il leva son épée et ordonna à ses hommes de se battre de toute leur force pour couvrir le dos de Wolf. Le duc lui cria de vaincre la mère dragon pour le bien de tous. Et bien sûr, avec l'épée sacrée dans ses mains, c'est exactement ce qu'il avait prévu de faire. La scène revint à Ramiya, qui se reposait maintenant dans sa chambre en mangeant quelques collations. Les lui a demandé s'il pouvait lui dire en détail quel genre de magie d'amélioration il avait utilisé sur son père. Son visage s'éclaira enfin, ravi que quelqu'un s'intéresse à parler de son père. Il lui a demandé quel genre de bête magique elle pensait que son père pourrait vaincre. Et elle répondit qu'un de ce genre n'atteindrait probablement même pas ses talons. En entendant cela, il s'est inquiété et lui a demandé ce qui se passerait si son père décidait de tester ses limites et finissait par se blesser. Mais elle s'est contentée de rire et a dit qu'il n'y aurait pas de problème, parce que son père était très fort, le laissant encore une fois sans voix. Sur ce, elle lui a demandé à nouveau si elle pouvait rentrer chez elle, et il a encore refusé. Et puis nous revenons à Wolf, lors de la bataille contre la mère dragon, il a perdu une main, laissant tout le monde complètement choqué. À ce moment-là, il comprit que c'était ça de lutter contre une bête de classe supérieure, où une seule erreur pouvait vous coûter un bras. Henri tenait à lui et voulait l'aider. Mais elle et les autres étaient entourés de petits dragons et n'avaient nulle part où s'échapper. Wolf réalisa également que tout le monde était en danger. Mais il perdait trop de sang et sa vision commençait à se brouiller. Pourtant,
il refusait d'abandonner et se répétait que, aussi désespérée soit la situation, il devait se relever encore et encore, pour eux et, surtout, pour la promesse qu'il avait faite à sa fille. Il a crié qu'il ne pouvait pas mourir là-bas. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Son bras amputé a commencé à se régénérer, laissant tout le monde sans voix. Rayad se demanda s'il était immortel, mais Dallas reconnut qu'il s'agissait d'une magie de récupération temporaire. Normalement, c'était un simple sortilège qui servait à guérir les coupures ou les éraflures petit à petit, mais régénérer un bras entier était quelque chose de jamais vu auparavant. Wolf savait parfaitement que c'était aussi le fait de sa fille et ne pouvait s'empêcher de sourire. Cependant, la bataille n'était pas encore terminée. Maintenant qu'il avait récupéré son bras, il était prêt à continuer à combattre le dragon. Il sauta en l'air et se jeta dessus, mais le dragon rugit bruyamment. Le même rugissement qu'il avait affecté auparavant, car il avait pour effet de paralyser quiconque l'entendait pendant un certain temps. Cependant, il avait appris de son erreur et avait utilisé sa magie d'accélération pour augmenter sa vitesse, réussissant à frapper la mère dragon avec l'épée sacrée. Finalement, pour en finir avec tout cela, il lui plongea l'épée dans le ventre et lui coupa la tête. Avec cela, la mère dragon fut vaincue et Bolt resta debout. L'épée sacrée disparut de sa main, le laissant quelque peu confus. Ensuite, Henri courut vers lui et le serra fort dans ses bras, heureux d'avoir vaincu le dragon, et en récompense d'un tel exploit, il lui donna un baiser sur la joue devant tout le monde. Plus tard, Wolf arriva au manoir du duc, car Rhea lui avait dit que, en signe de gratitude pour avoir vaincu la mère dragon, le duc lui-même voulait le rencontrer en privé. Il s'est donc assuré de mettre sa plus belle veste et son plus beau pantalon, mais lorsqu'il est arrivé, il s'est vite rendu compte que comparé aux autres, il ressemblait à un véritable mendiant. Pour ne rien arranger, il se rappela qu'il avait oublié de changer de sous-vêtements. À ce moment-là, un majordome s'approcha de lui et lui dit qu'il pouvait se détendre en attendant le duc. Il alla donc prendre un bain et fut impressionné par l'ampleur du bain. C'était presque la taille des toilettes publiques où il avait l'habitude d'aller dans la capitale, mais maintenant, tout cet endroit était pour lui. Il commençait à vraiment apprécier sa récompense pour avoir vaincu le dragon. Mais soudain il vit une silhouette s'approcher à travers la vapeur et il s'avéra que c'était Henri, à peine recouvert d'une petite serviette. Visiblement, il est devenu nerveux, a détourné le regard et lui a demandé ce qu'elle faisait là pendant qu'il prenait son bain. Elle lui a dit qu'elle était allée lui laver le dos, le laissant encore plus bouleversé. Il lui a dit que ce n'était pas quelque chose qu'une princesse devrait faire, tout en pensant que si quelqu'un les voyait ainsi, il pourrait finir sévèrement puni. Mais elle est devenue gentille et lui a dit qu'elle voulait vraiment le faire, et lui a demandé s'il le dérangeait. Instinctivement, il répondit non. Mais elle l'a interprété différemment et a conclu qu'il lui avait donné la permission de la laver. Il ne discuta plus et elle commença joyeusement à le laver. Elle lui a demandé s'il appréciait ça, et il a répondu oui, que ça faisait du bien, alors qu'il pensait que cela faisait longtemps que personne ne lui avait lavé le dos. Il lui a ensuite demandé pourquoi elle faisait cela, et elle a répondu qu'elle voulait juste le remercier, ce qui était la seule façon dont elle avait pensé à le faire. Il lui assura que ce n'était pas nécessaire, qu'avec le traitement incroyable qu'elle recevait au manoir, c'était plus que suffisant. Cependant, elle a mentionné qu'elle voulait également s'excuser pour quelque chose, et quand il lui demanda pourquoi, elle glissa brusquement sur le savon et tomba sur le dos. Il devint très nerveux lorsqu'il la sentit sur lui, et tandis qu'elle s'excusait encore et encore, il se disait qu'il devait rester calme. Que son adversaire était une jeune fille et, en outre, une princesse. Mais il ne pouvait ignorer le fait que seul un mince tissu le séparait. Ce qui l'a rendu encore plus tendu, mais il s'est retenu et quand elle s'est redressée et s'est couverte, il lui a demandé si elle allait bien. Elle s'est rapidement excusée pour tout et a expliqué qu'à moins de brandir une épée, elle avait tendance à être très maladroite. Wolf devait dire quelque chose pour briser la glace. Alors il lui a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, qu'en fait les filles étaient plus jolies ainsi. Cela a fonctionné et elle était très heureuse de l'entendre. À ce moment-là, une femme de chambre entra et annonça que tous les préparatifs étaient prêts. À cela, Henri lui dit au revoir alors qu'il se tenait là, l'esprit vide, se demandant ce qui venait de se passer. Plus tard, elle a finalement rencontré le père d'Henri, duc Allo, qui l'a remercié d'être venu le rencontrer. À ses côtés se trouvait sa fille, la princesse Henri, très élégante, et Wolf ne pouvait s'empêcher de la regarder et d'admirer sa beauté. Bien sûr, son père l'a tout de suite remarqué et a attiré son attention, tandis que la princesse ne pouvait retenir son rire.
Le duc le félicita d'avoir vaincu la mère dragon et lui promit qu'il ferait tout possible de répondre à tous vos souhaits et de vous offrir le meilleur traitement possible. Bolt se sentit un peu dépassé et dit qu'il avait seulement fait de son mieux pour aider la jeune princesse. Halo lui a demandé si cela signifiait qu'il ne voulait aucune récompense, et il a crié oui. Le duc fut surpris de voir qu'il était un homme sans ambition et, comme il était ainsi, il fit lui-même un vœu. Il lui promit que s'il était en son pouvoir, il essaierait de le réaliser et il s'avéra que le souhait du duc était qu'il travaille pour lui. Il lui assura qu'il ne le maltraiterait jamais et qu'il lui verserait même un salaire équivalent à celui d'un aventurier de rang A. Et cela pourrait aussi lui accorder le statut inconditionnel de capitaine, afin que construire une maison dans la capitale ne soit plus qu'un rêve. Bolt est resté sans voix en entendant cela, mais il s'est ensuite incliné devant lui et, tout d'abord, a exprimé sa sincère gratitude pour lui avoir offert un contrat aussi généreux. Cependant, il a refusé de l'accepter. Il expliqua qu'il avait déjà pris sa retraite en tant qu'aventurier et qu'il vivait désormais paisiblement dans son village, ce qui était plus que ce qu'il pouvait demander et plus que suffisant pour lui. Henri a essayé de le convaincre de reconsidérer sa décision. Mais il tint bon et déclara que son seul rôle était désormais de préparer un endroit où sa fille pourrait un jour retourner. Le duc ne discuta pas, il fut surpris par son entêtement, même s'il pouvait en même temps le comprendre. Pourtant, il souhaitait au moins lui donner une récompense, car il croyait fermement que laisser son bienfaiteur repartir les mains vides ternirait le nom de la famille Rifari. Compte tenu de cela, Bolt lui a demandé s'il pouvait l'aider en achetant des marchandises aux marchands ambulants qui venaient dans son village. Confus, Halo voulait savoir ce que cela donnerait, et Wolf expliqua qu'il avait reçu une épée en acier de ce marchand en guise de remerciement pour l'avoir sauvé d'un loup des marais. Il avait essayé de la payer à maintes reprises, mais elle ne voulait tout simplement pas accepter son argent. C'est pourquoi elle a voulu demander au duc de l'aider financièrement, ne serait-ce qu'un petit peu. Halo rit, et Wolf le surprit à nouveau de voir que même maintenant, il plaçait toujours le bonheur des autres avant le sien. Il accepta d'exaucer son souhait et promit qu'il achèterait suffisamment de choses à ce marchand pour laisser son chariot en parfait état. Sur ce, le duc avait une dernière question à lui poser. Il était sûr qu'un jour, le monde entier connaîtrait sa force, et alors il saurait qui chercherait son pouvoir et demanderait son aide. Le moment venu, je voulais savoir ce que je ferais. Wolf resta silencieux pendant un moment et Halo lui dit que ce serait sa tâche en suspens jusqu'à ce qu'il se retrouve. Quant à l'essentiel, il lui a également dit que s'il voulait sa fille, il pouvait l'emmener avec lui. Lou était confus, sans comprendre ce qu'il voulait dire, et c'est Henri qui lui expliqua tout. Il lui dit que la condition pour l'épouser était qu'il devait d'abord faire ses preuves en battant le dragon qui vivait dans les mines, et alors seulement son père autoriserait ce mariage. Elle s'est excusée de lui avoir menti à propos de l'enlèvement et a dit qu'elle se sentait vraiment mal, mais il lui a simplement tapoté la tête et lui a dit que la seule chose qui comptait était qu'elle soit en sécurité. Bien sûr, mentir n'était pas bien, mais maintenant qu'il s'était excusé, cela lui suffisait. En entendant ces mots, elle est devenue un peu émue. Puis elle lui a dit qu'elle aimerait le revoir un jour. Et il lui répondit que lors de sa prochaine visite dans son village, elle serait la bienvenue dans sa maison. Elle a promis qu'elle le ferait certainement. Quelques jours plus tard, Bolt était déjà rentré chez lui, et quand il se réveilla, il se sentait encore fatigué de tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Il décida néanmoins d'aller visiter les champs pour la première fois depuis longtemps. Il se prépara et sortit, mais il remarqua ensuite qu'un groupe de villageois s'était rassemblé et se demanda si quelqu'un bougeait. Il s'est avéré que c'était la princesse Henri, un marteau à la main, travaillant sur quelque chose. Surpris, il lui a demandé ce qu'elle faisait là, et elle lui a répondu qu'elle y construisait une maison. Même Rhea et Dalla l'avaient accompagné pour l'aider. Wolf n'a pas pu comprendre tout cela et lui a demandé si elle allait vivre dans ce village à partir de ce moment-là, ce à quoi elle a répondu oui avec enthousiasme. Dallas a expliqué que cela allait être davantage une base pour leur groupe, les Aoi, et qu'ils envisageaient de protéger les villages voisins. Il était bien plus efficace d'utiliser cet endroit comme base que de retourner encore et encore au manoir du duc. Wolf était toujours confuse et leur demanda comment le duc avait accepté tout cela, mais elle lui répondit que son père lui avait dit qu'elle devrait apprendre quelque chose de Monsieur Wolf et le prendre comme exemple. Sur ce, elle lui prit la main et, avec un sourire éclatant sur le visage, lui dit qu'elle avait hâte de travailler avec lui à partir de maintenant.